permettez-moi de vous présenter aujourd'hui mon travail sur la luxation actéloïdo-axoïdienne chez l'enfant au sein du CHU de Béjaïa à propos de 11 cas. Curseur, s'il vous plaît. Donc, pour introduire, la luxation actéloïdo-axoïdienne est une entité pathologique relativement rare, notamment chez l'enfant. Donc, elle est caractérisée, le rachis cervical chez l'enfant est caractérisé par une hyperlaxité ligamentaire, le rendant fragile même au traumatisme minime. À noter que le rachis cervical est doté de particularités anatomiques. La première vertèbre cervicale n'a pas de corps ni d'apophyse épineuse. Quant à la deuxième vertèbre cervicale, elle est dotée d'une apophyse et odontoïde, très grande apophyse odontoïde même. Le diagnostic il est difficile, d'où les méconnaissances fréquentes par les praticiens, d'où la nécessité d'une sensibilisation continue. Pour faciliter le diagnostic et la prise en charge, nous avons les deux messieurs Fielding et Hawkins qui ont établi une classification donc, constituée de quatre types. Le premier type, c'est un simple pivot central de C1 autour de C2. C'est une lésion le plus souvent stable. Le deuxième type, c'est un pivot latéral, c'est la lésion la plus fréquente. Elle est due à une rupture du ligament transverse. Le troisième type, elle est due à un déplacement antérieur, c'est une lésion très instable. Quant au quatrième type, elle est faite donc d'un déplacement postérieur, c'est une lésion également instable. Notre étude s'est déroulée donc au sein du CHU de Béjaïa dans la période s'étalant entre 2020 et 2023. On a décompté donc 11 cas. L'âge moyen dans notre étude était de 7 ans, avec des extrêmes allant de 3 à 12 ans. Le sexe ratio, donc il y avait une légère prédominance féminine de 6 filles contre 5 garçons. En ce qui est des étiologies et le mécanisme, les lésions du rachis cervical rentrent le plus souvent dans un cadre de polytraumatisme. Donc, on a décompté 5 cas de chute, 2 cas d'accident de voie publique et 2 cas d'accident de circulation. La clinique, elle est parfois limitée à une simple attitude vicieuse de la tête avec cotorticolis, ne motivant souvent pas les parents à consulter, d'où l'errance diagnostique. On a décompté donc 6 cas d'attitude vicieuse de la tête. Chez une fille, il y avait un syndrome pyramidal irritatif avec réflexe ostéotendineux vif et 4 patients sont arrivés dans un état comateux. Pour le délai diagnostique, 7 cas de notre étude ont été diagnostiqués immédiatement. 2 cas ont été diagnostiqués dans un délai de 15 jours et 2 cas ont été diagnostiqués dans un délai de 21 jours. Comme précédemment cité, les lésions du rachis cervical surviennent dans un contexte de polytraumatisme. Donc, comme on dit, tout traumatisé crânien est un traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Nous avons décompté 6 cas de traumatisme crânien associés au traumatisme du rachis. Dans un cas, il y avait une fracture de l'extrémité inférieure du radius et dans un cas, un traumatisme thoracique. Pour l'étude radiologique, la méthode donc standard, c'est le radiographie standard avec les 2 incidences face-profil. Elle reste toujours indiquée. Néanmoins, la tomodensitométrie cervicale tend à remplacer ces 2 examens avec sa reconstruction 3D permettant une meilleure analyse de l'ensemble du rachis cervical. L'IRM cervicale, c'est la plus performante, mais elle est réservée aux diagnostics complexes et dans les cas de lésions médulaires associées. Nous avons ici quelques images tomodensitométriques avec dans la première image, c'est une coupe axiale d'une TDM cervicale. On voit que l'apophyse odontoïde, elle est latéralisée à droite. Normalement, elle est de situation médiane, tenue par le ligament transverse. Sur une incidence sagittale, l'indice qu'on cherche, c'est la distance entre le corps de C1 et l'apophyse odontoïde. Chez les enfants, vu la laxité ligamentaire, il ne doit pas dépasser 5 mm, tandis qu'il est réduit chez l'adulte à 3 mm. Donc, pour matériel et méthodes, tous nos enfants, les enfants de notre étude, ont bénéficié d'une réduction sous prémédication avec ou sans traction. La durée de la traction, elle était variable, mais la moyenne, c'était de 10 jours. Une immobilisation par collier cervical pouvant aller de 6 jusqu'à 8 semaines.
Donc, pour la prise en charge thérapeutique, nous avons deux volets, un volet orthopédique et un volet chirurgical. Pour le volet orthopédique par immobilisation, il a été généralement présenté dans notre série avec 7 cas de traction. Le traitement chirurgical a été réservé en cas d'échec de cette réduction et échec au traitement orthopédique. Nous avons ici quelques images scanographiques montrant avant et après réduction, une reconstruction de l'anatomie du rachis cervical. C'est une reconstruction presque parfaite. Dans notre série, tous les enfants, comme précédemment cités, ils ont bénéficié d'une réduction sous prémédication. 4 enfants, traction transcrânienne pendant 5 à 15 jours avec traitement mi-oral relaxant. C'est important de relâcher les muscles du cou afin d'avoir une meilleure réduction. Cette réduction est suivie d'une immobilisation par une minerve occipito-mentonnière avec un bandeau frontal. Donc c'est une image un petit peu choquante. C'est un enfant qui est arrivé en état comateux suite à un polytraumatisme, patient intubé, ventilé, puis après stabilisation transféré afin de faire les examens complémentaires nécessaires. La réduction, donc pour conclure, le diagnostic des luxations C1, C2 est difficile chez l'enfant, d'où l'importance de pratiquer un examen tomodensitométrique afin de confirmer. De le confirmer, la réduction sous anesthésie générale ainsi qu'une traction cervicale précautionneuse par un étrier adapté à l'enfant suivi d'une immobilisation pendant 6 à 8 semaines est généralement suffisante pour traiter cette pathologie. Et je vous remercie pour votre attention.